la politique des dirigeants européens est-elle un échec? L'Europe, enfin les dirigeants européens, leur problème, c'est pas de sortir de la crise, leur problème, c'est pas la récession, c'est pas la croissance. Si c'était vraiment leur problème, ils auraient une autre politique. S'ils voulaient vraiment sortir de la crise et permettre un développement économique, ils s'y prendraient autrement. Et donc, en réalité, leur problème, c'est leurs intérêts capitalistes. Bien sûr, cette fois-ci, le fait qu'une grande partie de l'industrie soit à l'arrêt les embête. Mais bon, les industries sont à l'arrêt aussi ailleurs. Mais je pense que ce à quoi ils sont en train de réfléchir, c'est de se dire les Chinois redémarrent. Si on ne redémarre pas le plus vite possible, on va perdre des marchés Chine et on va perdre la compétition avec la Chine sur le marché mondial. Et donc, il faut qu'on redémarre le plus vite possible. Et c'est pour ça que Macron annonce qu'il va réouvrir les écoles pour permettre effectivement aux enfants de travailleurs d'aller être gardés les écoles et pour que leurs parents puissent retourner au travail, en fait. Ça peut partir en vrille, hein. Ça peut aller vers des sociétés ultra autoritaires très rapidement. C'est pas dit qu'il y ait des révoltes qui débouchent à la sortie du confinement, hein. Ils peuvent très bien réussir leur coup, hein. Franchir une étape de plus dans la soumission des peuples, hein. On sait qu'il y a un gros danger de ce côté-là. Alors comment nous, on joue un rôle utile à faire prendre conscience de l'urgence et de prendre ses affaires en main? Parce que comme tu dis, je pense que les gens ils sont pas dupes. Il y a une manip du pouvoir, une entourloupe de faire croire que. Donc les gens ne vont pas être dupes, mais c'est pas parce qu'ils sont pas dupes qu'ils auront la force de se battre, de contester le système. C'est comment nous on donne des armes aux gens pour se dire que oui, il faut qu'on se batte collectivement. Là, il y a toute une partie qui montre à quel point les banques, les capitalistes, enfin les banquiers en tout cas, trichent, hein. C'est toute la partie où tu racontes qu'en fait, à chaque fois, il y a eu des amendes pour éviter qu'il y ait des véritables sanctions pénales. Et donc après, tu vois finalement des manœuvres tranquilles, mais un peu comme aujourd'hui la fraude fiscale en fait, hein. Les riches peuvent frauder sans vraiment craindre quoi que ce soit. Et en plus, quand il y a une amende, ce n'est pas les dirigeants responsables de la banque qui payent, c'est la banque qui donc peut décompter de ses bénéfices l'amende et va payer moins d'impôts. Quand même, exception intéressante, c'est là en Espagne, Rodrigo de Rato, qui a été directeur général du FMI juste avant Strauss-Kahn et qui ensuite a été pris par la Banque Lazare et puis après par le chef du gouvernement espagnol, Aznar, et puis Mariano Rajoy. Ils l'ont mis à la tête de Bankia et là, il a commis des délits importants comme d'autres l'ont fait à Paribas ou à la Société Générale. Mais là, en Espagne, avec le mouvement des indignés, il y a eu vraiment une campagne ciblée des indignés contre Rato et ils ont mis sous pression la justice pour dire ce gars-là, il ne peut pas rester impuni. Et finalement, la justice espagnole l'a condamné à de la prison et il est en prison. Et je pense qu'il faudrait apprendre, que nous devrions apprendre en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, à beaucoup plus cibler les banques. Certains le font, comme Attac et d'autres, avec l'histoire des chaises qui ont été confisquées aux banques. Et c'était une bonne campagne sur la question des paradis fiscaux, etc. Parce que le lobby bancaire est extrêmement proche du gouvernement français. Et d'ailleurs, dans toutes les négociations européennes, quand il s'agit de poser des réglementations sur les banques, c'est généralement le gouvernement français, y compris quand c'est un chef de gouvernement socialiste, qui intervient pour que les mesures finalement de réglementation soient plus douces que ce que d'autres voudraient. Ouais, puis c'est l'idée, la formule est anglaise, tu sais, trop grosse pour payer, ou à la fois sur tous leurs actes illégaux, donc ils sont jamais sanctionnés parce qu'évidemment les États n'osent pas et ne veulent pas
prendre le risque qu'il y ait une catastrophe bancaire. C'est que le mouvement de concentration au profit de toutes grandes banques, de plus en plus monstrueuses, et donc de plus en plus intouchables vu le volume qu'elles brassent, quoi, puisque BNP Paribas, son chiffre d'affaires, c'est l'équivalent de la richesse produite en France en un an. Donc au cours de la crise, alors que les banques ont joué un rôle très, très important dans la crise, elles ont non seulement elles ont payé très peu d'amendes et elles ont continué toutes à fonctionner, mais elles ont encore augmenté en puissance. Elles sont tellement grandes que quelque part, l'expropriation est plus facile. En France, c'est pas comme à la Libération où on a nationalisé 50 ou 60 banques. Aujourd'hui, en France, si on voulait nationaliser, exproprier et socialiser le secteur bancaire, en expropriant les grands actionnaires des 4 grandes banques françaises, l'État contrôlerait à peu près, enfin, les pouvoirs publics mettraient au service du public tout ce qui existe dans ces banques-là, les dégonflerait complètement, les assainirait, redéfinirait leur mission sous contrôle citoyen. Et donc, c'est plus facile qu'avant. Et donc, il faut parler de ça, de la question de la dette, la question des banques, de l'expropriation. En plus, on sait que c'est un secteur clé. Enfin, on sait que tout, et puis même le contrôle de l'économie, le contrôle public de l'économie, c'est obligatoirement en passant par la socialisation des banques. Ce qu'on peut imaginer, c'est effectivement du point de vue des vagues de licenciements, ça peut arriver. De toute façon, c'était des vagues de licenciements qui étaient plus ou moins programmées, plus ou moins dans les calculs des capitalistes. Donc, ils auront peut-être plus de facilité à justifier aujourd'hui, que ce soit dans l'automobile ou même dans le secteur bancaire ou dans le commerce. Et là, dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique, c'est ce qui commence à... Airbus est présent fortement chez vous. Et donc, évidemment, ils vont utiliser des arguments démagogiques en disant qu'il faut protéger les outils, il faut protéger les emplois, mais ils vont licencier, puisque les carnets de commandes vont fortement baisser et les grands actionnaires vont recevoir un maximum de pognon d'aide, quoi. Et donc, cette histoire de mettre en avant les revendications fondamentales et radicales en termes de suspension de paiement de la dette, expropriation des grands actionnaires des banques et de l'industrie pharmaceutique. Ce qui est frappant aussi, là, en pensant à l'industrie pharmaceutique, on aurait quand même pu imaginer des petites mesures de réquisitionnement pour accélérer la production de traitements et du vaccin. Et je n'ai rien entendu en France, il n'y a rien dans ce sens-là. Et je viens de voir que Sanofi annonçait la distribution de 3,5 milliards de dividendes à ses actionnaires, quoi. Donc Sanofi va distribuer à ses actionnaires 3,5 milliards et a fait un don de 100 millions à la France pour combattre le coronavirus. Et évidemment, comme c'est un don en plus, ça va être décompté de la faute d'impôt. Avant la crise, la situation était très mauvaise dans le mouvement syndical, dans les structures de direction. C'est-à-dire très mauvaise, c'est-à-dire pas du tout favorable à une radicalisation. Et je crains que ça ne va pas vraiment s'arranger. On a eu un énorme mouvement quand même dans plusieurs pays européens, notamment en Belgique, sur le climat. Là, proportionnellement, le mouvement de la jeunesse sur la question du climat en Belgique était beaucoup plus fort qu'en France. Un peu comparable à la Suède en ampleur, quoi. Sur les réseaux européens, c'est vrai que peut-être que la crise actuelle, elle pourrait donner des motivations, en tout cas une occasion de relancer, parce qu'on est quand même un peu en situation de faiblesse de ce côté-là, quoi, parce qu'il y a eu des moments, bon, tu parles d'il y a 20 ans, les forums sociaux et tout ça, mais à cette occasion-là, il y avait des liens beaucoup plus importants.
Et peut-être que la crise actuelle, elle pourrait relancer ça, quoi, se dire, parce qu'en fait, comme toutes les crises, ça met à la fois en évidence notre faiblesse à nous, hein, de notre camp social, mais ça met aussi en évidence un peu plus la nullité de l'Union européenne, la nullité avec ce côté, ses incompétences, et puis ce côté, ouais, son incapacité à répondre aux problèmes sociaux. Entre l'Italie, l'Espagne, la France, c'est des pays qui se touchent. Hein. À quel moment ils donnent l'impression d'avoir une politique un peu commune, de se coordonner, d'aider la protection des uns et des autres? T'as que dalle. Chaque gouvernement fait ses annonces, chaque gouvernement a son calendrier. Et je pense à fermer même les frontières, carrément. ouais. Ils sont dans une logique nationale. Le seul plan européen, c'est ce truc de plus de 2000 milliards pour aider les entreprises et les banques. C'est révélateur aussi de la situation du syndicalisme. Hein. C'est le syndicalisme très bureaucratisé. Dès que tu as des usines qui ferment ou des plans de licenciement, dès qu'il y a des choses très graves qui se passent, il y a une incapacité de réagir, quoi. Les syndicats ne réagissent pas. Tu peux avoir des contacts intenses et un sentiment intense de communauté de lutte, mais pas de structure qui se crée après. Là, la question, c'est justement, est-ce que des gens dans les secteurs des soins de santé, avec tout ce qui vient de se passer entre Espagne, Italie, France, Belgique, et maintenant on peut ajouter Grande-Bretagne, etc., la crise sanitaire a été quasiment de la même ampleur, et donc ça doit pouvoir générer des choses du côté des syndicalistes des soins de santé. Hein, finalement, à chaque fois qu'il y avait des plans d'aide, c'était pour sauver les banques et les capitalistes, et à aucun moment ça a été évidemment de sauver l'économie. On voit la marge de manœuvre toujours énorme des pouvoirs, des gouvernements. On a même encore en France, on a le discours d'aide aux banques, d'aide aux entreprises. Tu vois, ce côté entourloupe permanente. Et après, ça revient à la question que tu posais, c'est comment nous maintenant, une fois qu'on a la capacité de décrire un système profondément fou et injuste. Mais comment on touche la population, comment on lui donne envie de se mobiliser, puisqu'on a l'impression que d'un côté, on a une sorte de clarté sur le système capitaliste, sur sa folie et puis sur sa dangerosité. Et d'un autre côté, on a toujours l'incapacité quand même à secouer vraiment tout ça. Si les endettés ne sont pas en mesure de rembourser, nous, l'État, on remboursera les banques. Et donc, avec ce discours-là, on a nos gouvernants veulent faire passer l'idée que le canal obligé à utiliser pour aider les gens, c'est les banques. Il faut passer par les banques. Et que c'est tout à fait normal, on nous annonce que si on n'arrive pas à rembourser, ben l'État remboursera à notre place. Mais le vrai message là-dedans, c'est que ça va surtout concerner des entreprises. Moi, je parle de grosses entreprises qui risquent de faire la chose suivante, d'emprunter un maximum à leurs banques, sachant qu'ils vont peut-être, qu'ils sont en train en même temps de préparer le dépôt de bilan. Et comme ça, au moment du dépôt de bilan, c'est l'État qui a donné sa garantie qui payera la banque. Et la dette publique explosera. Alors qu'il pourrait y avoir des aides publiques directes sans passer par les banques. On pourrait mettre en place, on est pour la socialisation des banques. Et ça pourrait se décider évidemment, mais là on a besoin d'un gouvernement populaire. Mais il pourrait être mis en place des mécanismes transitoires où les organismes publics encore existants soient les canaux pour octroyer les aides à l'économie réelle, quoi. Pourquoi ne s'adresse-t-il pas directement à la Banque de France et que la Banque de France ouvre une ligne de crédit au pouvoir public pour faire face à l'urgence de la situation? Ce qui est une désobéissance par rapport aux traités européens, mais qui, y compris, est réellement à disposition d'un gouvernement, parce que même dans les traités européens, il est mis qu'en cas de situation extrêmement grave, une série de dispositions des traités européens peuvent être dérogées. Et donc, si le gouvernement français le voulait réellement, il pourrait dire
je suis dans une situation de crise sanitaire énorme. C'est ce qu'on appelle au niveau du droit l'état de nécessité. Et il y a en plus un changement fondamental de circonstances. Et donc, je vais emprunter directement à la Banque de France. Je vais aussi demander à mes institutions publiques de crédit de s'adresser à la Banque européenne qui prête aux banques privées à moins 0,75%. Ben, je vais demander à mes institutions publiques d'emprunter à taux d'intérêt négatif auprès de la BCE. Et tout ça, je finance comme ça le plan d'urgence. Et puis, l'autre chose, c'est, tu parlais de la fortune de Bernard Arnault, c'est je fais un impôt exceptionnel sur la fortune, un gros. Donc, je suis bien sûr pour le retour de l'ISF qui était demandé par les Gilets jaunes et par les syndicats. Mais ici, on pourrait parler d'un impôt exceptionnel, unique. Là, on pourrait dire, l'ISF, on le rétablit, c'est un impôt permanent, mais on fait un impôt unique de 10%, 15%, 25% au-delà d'un tel patrimoine. Et ça n'empêchera pas ces riches de vivre. Mais on finance, si tu prends 25% sur le patrimoine des plus riches, tu peux arriver à tes 110 milliards sans problème. Donc, il me semble qu'on devrait, au niveau des organisations politiques et des mouvements sociaux, pouvoir dire, voilà notre plan d'urgence. On est capable de définir ce qu'il faut faire en faveur des gens, mais je pense qu'on doit développer et comment le financer. Un truc nouveau qui est plus facile à faire passer qu'avant, c'est le contrôle de la base sur le gouvernement. Les instruments et des mécanismes de contrôle doivent absolument s'exercer dès le début. L'idée de la révocation des élus, qui était un point dans la Commune de Paris et qu'on doit remettre en avant, on a une crainte logique par rapport à des leaders, à des présidentialistes, à des caudillos possibles, et donc on doit pouvoir dire c'est le mouvement social qui joue un rôle tout à fait clé dans le gouvernement. On pourrait dire aussi que le mouvement des Gilets jaunes, il exprime ça. Ouais. En France, et pas qu'en France, mais c'est vrai que c'était surtout en France, mais c'est une sorte de radicalisme, à la fois dans la forme des luttes, hein, parce qu'on a retrouvé des formes de lutte qui étaient largement plus radicales que le mouvement syndical depuis très longtemps, hein, ne serait-ce que l'occupation des quartiers riches, enfin, puis la confrontation physique avec les forces de l'ordre. Donc là, c'était propre au mouvement des Gilets jaunes, donc c'est une forme de radicalisme, en tout cas dans la forme, mais même effectivement dans l'idée, quoi, dans l'anticapitalisme. Par exemple, dans les manifs de Gilets jaunes, on était surpris, mais ils chantaient anticapitalisme, anticapitalisme, et on était même surpris d'être aussi nombreux que ça à pouvoir se revendiquer d'une rupture avec, même s'il n'y a pas une claire conscience. Hein, il y a des formulations qui sont là, il y a une sorte les choses sont admises que le système aujourd'hui, il est à changer profondément. Et aujourd'hui, il y a des tensions dans les quartiers populaires qui sont certainement l'expression d'un ras-le-bol, il y a quelque chose qui est insupportable pour les plus pauvres aujourd'hui. Visiblement, on a des indices comme quoi il y a une confrontation qui est en train de se préciser entre les plus pauvres aujourd'hui et les forces de l'ordre en France. On n'imagine pas une rupture de stock de LBD ou de gaz lacrymogène pour faire face à des manifs. Ouais. Jamais ça n'arrivera. Ils ont même du surstock, et même pendant la crise sanitaire, ils continuent à commander des gaz lacrymaux. Bien sûr, puisque, comme tu dis, ils ont peur de ce qui pourrait se passer. Ils se préparent à la suite. Ouais. Et c'est vrai qu'à côté de ça, tu n'as pas de masque, et c'est même pas la question de pas de masque pour la population, c'est pas de masque pour le personnel soignant. Pour reconstruire un puissant mouvement politique et social, ce sera un puissant mouvement politique et social pluriel où on rompra les frontières entre partis, syndicats et nouveaux mouvements sociaux, squatteurs, etc. Tout à fait. Je ne dis pas que les partis doivent se dissoudre, je dis où on rompra les relations habituelles et les barrières qu'il y a
Parce que Ouais. certains partis pensent que le programme, c'est le parti qui l'élabore. Et un syndicat, il est tout juste bon à élaborer un cahier de revendications et pas un programme. Or, c'est historiquement faux parce que dans votre propre histoire du mouvement syndical français, on a eu des organisations syndicales qui ont adopté des programmes politiques. Tout à fait. Bah ouais, l'anarcho-syndicalisme. En Belgique aussi. Et justement, et à l'époque de Karl Marx et Engels, la première internationale s'est construite en assemblant des organisations politiques, des syndicalistes. des coopératives, des syndicats. Ouais, et puis même idéologiquement, tu avais les anards, les libertaires, et puis les communistes, les blanquistes. Enfin, il y avait un côté, effectivement, chose qu'on est incapable de concevoir aujourd'hui. C'est une structure qui englobe les forces militantes.